Je m'appelle Léocadie Vasseur, et j'avais 34 ans la nuit où mon père s'est dressé entre moi et le seul homme qui m'ait jamais élevé. L'hôpital sentait la cire pour le sol et le café brûlé. J'avais conduit 3 heures et demie depuis Lyon suite au message vocal d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Mon grand-père Aristide se mourait, et mon père m'a accueilli au service de cardiologie les bras croisés. Il a prononcé ces mots. « Je n'oublierai jamais. Il ne veut pas te voir. » J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli le croire. Mais une infirmière m'a attrapé par la manche 10 minutes plus tard, m'a tiré par une porte latérale et a mis le téléphone de mon grand-père dans ma main. Ce que j'ai lu sur cet écran m'a fait fléchir les genoux dans une cage d'escalier. Et ce que j'en ai fait au cours des 3 jours suivants est la raison pour laquelle mon père ne contrôle plus un seul euro qui appartient à Aristide Vasseur. Bienvenue sur Vengeance familiale secrète, où des gens ordinaires obtiennent de justes et discrètes réparations légales et où ceux qui étaient sûrs que personne ne regardait finissent enfin par payer. Si les histoires de famille, de trahison et de justice méritée sont la raison de votre présence ici, laissez un commentaire et abonnez-vous. Laissez-moi vous ramener à l'appel qui a tout déclenché. L'appel est arrivé un mardi après-midi, le jour même où je suis monté dans ma voiture et ai conduit. J'étais à mon bureau au cabinet, à mi-chemin d'un dossier de tutelle pour un client que je n'avais jamais rencontré, quand un numéro que je ne connaissais pas a illuminé mon téléphone. J'ai failli laisser sonner. Les gens qui travaillent dans le droit des aînés apprennent à filtrer les appels, mais quelque chose m'a dit de répondre et une voix de femme a résonné, basse et rapide, comme si elle parlait avec la main en coupe autour du combiné. « Est-ce bien Léocadie, la petite fille d'Aristide Vasseur ?» J'ai répondu oui. Elle a dit qu'elle s'appelait Solange, qu'elle était infirmière en chef au service de cardiologie du centre hospitalier régional, et que mon grand-père me réclamait depuis 3 jours. Je lui ai dit que ça n'avait aucun sens. J'essayais de le joindre depuis des mois. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit la chose qui a mis un poids glacial dans ma poitrine. « Ma chérie, votre père a bloqué tous les appels. Il nous a dit que vous ne vouliez pas être impliquée. » Je me suis levé si vite que ma chaise a roulé contre le meuble à dossier. Je lui ai demandé si Aristide était lucide. Elle a dit oui, complètement, qu'il savait exactement qui il attendait. Je lui ai demandé pourquoi elle risquait son emploi pour m'appeler. Elle a dit « Parce que je regarde cet homme vous réclamer chaque matin et je ne peux plus regarder ça. » J'avais mes clés en main avant qu'elle ne termine sa phrase. Je lui ai dit que je serais là à la tombée de la nuit. Elle a ajouté une dernière chose avant de raccrocher, presque comme une réflexion après coup. « Il veut que je vous donne quelque chose. Venez par l'entrée A, pas par l'entrée principale. » Je ne comprenais pas encore. J'allais comprendre. Vous vous demandez probablement comment une petite fille perd 3 mois avec un homme qu'elle aime. Je me pose la même question chaque nuit depuis. Aristide m'a élevé après le départ de ma mère et le remariage de mon père, qui a fondé une deuxième famille de l'autre côté de la ville. Aristide m'a appris à lire un contrat et le cadran d'une horloge. Il a payé mon diplôme d'assistante juridique avec l'argent qu'il gardait dans une vieille boîte à biscuits en fer. Alors, quand il a cessé de répondre, je l'ai remarqué. J'ai appelé. La ligne sonnait et coupait. À chaque fois, comme si une main appuyait sur le bouton, j'ai envoyé des messages. Rien n'est revenu. Je lui ai envoyé une carte d'anniversaire en mars et elle est revenue dans ma boîte aux lettres tamponnées retour à l'envoyeur, ce qui n'avait aucun sens car il vivait dans cette maison depuis 40 ans. J'avais même appelé l'hôpital une fois, des semaines plus tôt, après qu'Aurofazin ait mentionné une ambulance. L'employé était gentil mais ferme. Elle ne pouvait divulguer aucune information. Mon père était répertorié comme le preneur de décision et il y avait une procuration dans le dossier. J'en savais assez sur le droit pour savoir ce que ce mur signifiait. J'en savais assez sur mon père pour en avoir peur. Mais je me suis dit qu'il était occupé, ou têtu, ou fatigué des téléphones. J'ai enfoui l'inquiétude dans le travail, comme j'enfouis tout le reste. C'est mon défaut, si vous voulez lui donner un nom. J'en prends trop sur mes épaules, et je deviens silencieuse, et je me dis que le silence équivaut à maintenir la paix. Ce n'est pas le cas. Pendant que je maintenais la paix, mon père réécrivait la vie de mon grand-père, signature après signature. Je ne savais simplement pas quelle main tenait le stylo. Le trajet jusqu'à Thiers prend 3 heures et demie si l'on ne s'arrête pas, et je ne me suis pas arrêté. Tout le long du chemin, je me suis entraîné à être aimable. Je me suis dit que mon père avait peur, que la peur rend les gens territoriaux, que j'entrerais en douceur et que nous gérerions cela comme des adultes. Je suis doué pour répéter les choses. Je suis moins doué pour ce qui vient après.
Il faisait nuit quand j'ai atteint l'entrée de la ville et je me suis enregistré au motel d'Épines sur la 906 parce que je n'avais nulle part ailleurs où dormir. Mon père et sa femme Fabienne avaient emménagé dans la maison d'Aristide des mois auparavant pour aider, et j'étais assez lucide pour savoir qu'il n'y avait pas de lit pour moi là-bas. J'ai posé mon sac, je me suis lavé le visage et j'ai conduit le dernier kilomètre jusqu'à l'hôpital, les mains serrées sur le volant. Le parking était à moitié vide, sous les lumières orangées des lampadaires. Et c'est là que j'ai vu la première chose qui clochait. La camionnette d'Aristide, la vieille camionnette verte qu'il conduisait depuis que j'étais petite, était garée dans la rangée des visiteurs. Je connaissais cette camionnette comme je connaissais sa voix, mais la plaque d'immatriculation était neuve. La vignette d'assurance dans le coin du pare-brise était à jour, et elle n'était plus à son nom. Je suis resté debout dans le froid, et je l'ai fixée plus longtemps que je n'aurais dû. Une camionnette ne change pas de main pendant qu'un homme se meurt, à moins que quelqu'un ne soit pressé. Je n'avais pas encore le mot pour ça. Le mot était vol. L'accueil du centre hospitalier régional est un demi-cercle en stratifié avec une femme fatiguée derrière et un panneau indiquant « Toutes les visites doivent figurer sur la liste approuvée ». Je lui ai donné mon nom. Elle l'a tapé, a froncé les sourcils, l'a tapé à nouveau. « Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne vous trouve pas. Je lui ai dit qu'Aristide Vasseur était mon grand-père, qu'il m'avait élevé, que j'avais conduit depuis Lyon. Elle m'a lancé ce regard que les gens vous donnent quand ils veulent aider, mais ne le peuvent pas. La famille du patient a défini la liste des visiteurs, a-t-elle dit, et il y a une procuration dans le dossier désignant son fils comme personne de contact. Je lui ai demandé qui avait défini la liste. Elle a refusé de le dire. Elle n'avait pas à le faire. J'en connaissais la forme. Mon père avait construit un mur de papier et avait mis mon nom du mauvais côté. Je me suis appuyé sur le comptoir et j'ai gardé une voix posée. Car hausser le ton n'ouvre jamais une porte. J'ai demandé si je pouvais parler à une infirmière, un assistant social, n'importe qui. Elle a dit qu'elle transmettrait un message. Je pouvais voir sur son visage que le message mourait dans un tiroir. Alors, je l'ai remerciée, car ce n'était pas elle qui avait fait ça. Et j'ai reculé dans le hall pour essayer de penser comme l'assistante juridique que je suis, au lieu de la petite fille. Le secret médical est réel. Une procuration est réelle. Mais une procuration vit ou meurt sur une chose que la plupart des gens ne vérifient jamais. J'étais sur le point d'aller découvrir si mon père l'avait vérifié. Je ne suis pas allé bien loin. J'avais fait un cercle vers les ascenseurs, espérant avoir l'air d'être à ma place, quand mon père est apparu au coin du couloir, comme s'il m'avait attendu. Baudouin Vasseur a 60 ans aujourd'hui, plus lourd qu'avant, avec nos mêmes yeux gris et aucune de la chaleur d'Aristide. Fabienne était un pas derrière lui, téléphone en main, observant, il n'a pas dit bonjour. Il s'est planté au milieu du couloir et a croisé les bras, comme il le faisait quand j'étais enfant et qu'il voulait avoir l'air plus imposant qu'il ne se sentait. « Tu n'aurais pas dû venir » a-t-il dit. Je lui ai dit que j'étais venu parce qu'Aristide se mourait et que je voulais le voir. Il a secoué la tête lentement, presque triste, jouant un rôle. « Il ne veut pas te voir » c'était encore là. La phrase qui allait me suivre à travers tout ce qui viendrait ensuite, il l'a dit doucement, ce qui était pire que s'il avait crié. Car la douceur donnait l'impression que c'était vrai. Fabienne hochait la tête comme une choriste. « Il a besoin de repos, Léocadie. Tu vas seulement le contrarier. » J'ai regardé mon père et je lui ai posé une seule question. Alors pourquoi une infirmière m'a-t-elle appelé? Son visage a fait quelque chose. À ce moment-là, un éclair aussi rapide qu'une trotteuse. De la peur, pas du chagrin. Il l'a rapidement dissimulé et m'a dit de rentrer chez moi, qu'il gérait la situation, que j'avais décroché il y a des années et que je n'avais pas mon mot à dire maintenant. Je n'ai pas argumenté. Argumenter était ce qu'il voulait. J'ai dit « D'accord » et je me suis tourné, marchant vers la porte d'entrée pour qu'il me regarde partir. Il l'a fait. Il regarde toujours la porte qu'il croit avoir fermée. L'entrée se trouvait à l'arrière, passé le quai de déchargement et une rangée de bennes à ordures où la lumière était mauvaise et où la porte était calée avec un essuie tout plié. Une femme en tenue de bloc se tenait juste à l'intérieur, et j'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne parle. Solange. Elle était plus âgée que je ne l'avais imaginé, des cheveux argentés tirés en arrière, le genre d'assurance que l'on obtient qu'après 30 ans, passée à gérer les pires nuits des autres. Elle m'a attrapé par la manche et m'a tiré à l'intérieur, à l'abri du froid. J'ai vu votre père aller vers les ascenseurs, a-t-elle chuchoté. Il pense que vous êtes parti. Elle m'a fait marcher vite dans un couloir de service, parlant à voix basse tout le long. Votre grand-père vous réclame depuis samedi.
Chaque matin, je lui disais que vous veniez, et il regardait cette porte. Elle s'est arrêtée près d'une alcôve de fourniture et a plongé la main dans sa poche. Il m'a fait promettre quelque chose. Il a dit que si son fils vous renvoyait, je devais vous donner ça. Elle a mis un téléphone dans ma main. Pas un téléphone d'hôpital. Le téléphone d'Aristide. Le smartphone bon marché que je lui avais configuré moi-même 3 ans auparavant. La coque toujours du bleu terne que j'avais choisi. Il était chaud, sortant de sa poche. Il ne pouvait pas atteindre le chargeur depuis le lit, a-t-elle dit. Alors, je l'ai maintenu en vie pour lui. Il veut que vous le lisiez. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dessus. Sa bouche s'est pincée. Je pense que vous devriez voir par vous-même, a-t-elle dit. Et je pense que vous devriez vous asseoir d'abord. Je ne me suis pas assise. J'aurais dû. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est réveillé, et la première chose qu'il m'a montrée était une conversation par SMS, avec mon propre nom tout en haut. Le fil s'appelait Léocadie. Et ce petit cœur rouge est le détail qui me réveille encore la nuit, parce que les messages les plus récents venaient de moi, sauf que je ne les avais jamais envoyés. Ils étaient là, des bulles bleues à mon nom, froides comme de la pierre. Arrêtez d'appeler ici. J'ai ma propre vie maintenant. Je ne viendrai pas. Ne demande plus. J'ai fait défiler l'écran, et mes mains se sont engourdies, car le fil remontait à plusieurs mois, et il était rempli de cruauté. Je n'aurais jamais écrit ça à l'homme qui m'a élevé. Celui qui avait fait ça m'avait étudié. Ils ont utilisé la façon dont je signe. Ils ont utilisé une blague que seul Aristide et moi partagions, retournée contre lui pour le blesser. Je me suis appuyé contre le mur en parpaing et j'ai glissé jusqu'à me retrouver assise sur le sol froid de cette cage d'escalier, le téléphone tremblant dans ma main. Solange s'est accroupie à côté de moi et n'a rien dit, ce qui était la chose juste à faire. Je pensais avoir compris, à ce moment-là. Je pensais que quelqu'un s'était fait passer pour moi. J'avais à moitié raison. J'ai fait défiler plus haut, au-delà des mensonges en mon nom, et j'ai trouvé un deuxième motif en dessous. Et c'est là que le sol s'est vraiment dérobé, parce qu'il y avait aussi des messages allant dans l'autre sens, des messages d'Aristide à mon intention que je n'avais jamais reçus. Et j'ai finalement compris que la personne qui tenait ce téléphone depuis des mois ne s'était pas seulement fait passer pour moi auprès de lui, elle s'était fait passer pour lui auprès de moi. J'avais juste besoin de savoir quel mensonge était venu en premier. Je dois m'arrêter ici une seconde, car si vous avez déjà vu le téléphone de quelqu'un que vous aimez devenir silencieux, pour découvrir bien plus tard que ce silence avait été construit de toutes pièces, vous savez déjà que le sol était sur le point de s'effondrer sous mes pieds. Si cette histoire touche un point sensible, commentez avec un seul mot, frontière. Cela aide la chaîne à atteindre les personnes qui en ont besoin. Ok, retournons sur le sol de cette cage d'escalier. Le fil des messages envoyés était pire que celui des messages reçus. Il y avait des messages d'Aristide envoyés à mon numéro. Le numéro que mon père avait bloqué de mon côté pour qu'il s'évanouisse dans le vide. Ne reviens pas, Léo. Je vais bien. Arrête de faire des histoires. Tu as ta vie. Vis-la. Chacun d'eux écrit d'une voix plate et saccadée qui n'était pas la sienne. Aristide divaguait. Aristide racontait des histoires de travers. Aristide n'avait jamais de sa vie utilisé l'expression « faire des histoires ». Et enfoui au milieu de tout ça, un dimanche de février, se trouvait un vrai message. Il avait été tapé lentement. Je pouvais le voir parce que la correction automatique était à moitié corrigée et à moitié non, comme ses mains tremblantes la laissaient toujours. Il disait seulement « Léo, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui arrive à mon argent. Il a pris mes clés. J'ai peur. » Il avait été supprimé du dossier des messages envoyés, mais il était resté dans les brouillons, jamais délivré, car en février, mon numéro était déjà bloqué. Il m'avait écrit pour demander de l'aide, et le message n'avait nulle part où aller. Je l'ai lu 3 fois. Je ne pleurais pas, ce qui m'a surprise. J'étais allé quelque part au-delà des larmes, quelque part de froid et clair, l'endroit où je vais quand une affaire cesse d'être triste pour devenir résolvable, parce que chaque faux message en mon nom et chaque faux message au sien provenait de la même main. Une personne s'était assise dans la maison de mon grand-père, sur le téléphone de mon grand-père et le sien, et avait écrit les 2 moitiés d'une trahison pour que nous croyions chacun que l'autre était parti. Je savais qui. Je le savais depuis le couloir. La seule question qui restait était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. Et je fais ça pour gagner ma vie. Solange m'a emmené dans sa chambre pendant que mon père était à la cafétéria. Elle l'a fait de la manière dont les infirmières font tout ce qui compte, silencieusement et sans en faire un spectacle, et elle ne transgressait pas les règles, quelle qu'en soit l'apparence. Aristide était alerte et lucide, et un patient lucide a le droit de décider par lui-même
qui s'assoit à son chevet et qui écoute de ses nouvelles, peu importe le nom qui figure sur les papiers. Il me réclamait à voix haute depuis des jours. Solange a simplement été la première personne prête à traiter cela comme l'instruction que c'était. La chambre était sombre, une seule lampe, le moniteur marquant sa lente ligne verte, et il était là. Aristide semblait plus petit que la dernière fois, comme le font les personnes âgées quand le corps commence à rendre ce qu'il a emprunté. Mais quand la porte s'est ouverte, ses yeux m'ont trouvé et se sont illuminés comme une lumière de Porsche. Et il a dit mon nom, juste mon nom, Léocadie. Et les années se sont envolées. J'ai pris sa main. Elle tremblait dans la mienne. Ce tremblement qu'il avait depuis une décennie, celui qui avait mis fin à son travail de réparation, mais n'avait jamais touché son esprit. Il m'a attiré près de lui, et sa voix n'était qu'un fil. Ils m'ont dit que tu avais arrêté de venir. Ils me l'ont montré. Je lui ai dit que je n'avais jamais envoyé ces messages. Il a hoché la tête lentement, comme s'il le savait déjà, et n'avait pas osé y croire. Je n'ai pas écrit ceux qui t'étaient adressés non plus, a-t-il chuchoté. Quoi qu'ils aient dit en mon nom, ce n'était pas moi. Cela a fermé le dernier fossé. Puis la porte s'est ouverte, et Fabienne était là, tout en fausse inquiétude éclatante, allumant le plafonnier avec un claquement sec. Léocadie, il a besoin de repos. Elle a traversé jusqu'au lit et a commencé à faire des histoires avec sa couverture, me répétant la réplique de mon père comme un script. Tu vas seulement le contrarier. La main d'Aristide s'est resserrée sur la mienne avant qu'elle ne puisse nous séparer, et il a prononcé les mots que j'ai portés dans chaque pièce après cela. Ne le laisse pas gagner. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, et je le pensais de la façon dont on pense une chose pour laquelle on a décidé de tout sacrifier. Fabienne m'a raccompagné, mais elle ne pouvait pas faire sortir l'assistante juridique qui était en moi. Dans le couloir, j'ai lu le tableau blanc au poste des infirmières, celui avec les notes de l'équipe soignante, et j'ai repéré les mots « procuration »,« fils ». De retour dans le hall, j'ai fait ce que je fais pour n'importe quel client. J'ai commencé à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Un employé d'étage, poussé à l'honnêteté parce que je connaissais le vocabulaire, a confirmé ce que j'avais deviné. Il y avait une procuration bancaire et générale dans le dossier, signée il y a environ 6 ans, nommant mon père comme mandataire. 6 ans, c'était cohérent. Ma grand-mère Marguerite était morte il y a 6 ans, et dans le brouillard qui a suivi, Aristide avait signé quelque chose que mon père lui avait mis sous le nez pour aider avec les factures. Un document de complaisance, le genre de document que des millions de gens honnêtes signent sans plus jamais y penser. Et Fabienne avait dit au personnel qu'Aristide était confus, qu'il n'était plus lui-même, préparant le terrain pour l'histoire, selon laquelle il ne pouvait plus faire ses propres choix. Je me suis tenu dans ce hall et j'ai senti toute la structure se mettre en place comme un engrenage s'emboîtant dans un mécanisme. Mon père ne falsifiait rien. Il n'en avait pas besoin. Il avait un vrai document, signé par une vraie main, et il l'utilisait comme un pied de biche. La question qui importait, la seule, était de savoir si une procuration de complaisance vieille de 6 ans pouvait retenir prisonnier un homme qui connaissait encore son propre nom. Je soupçonnais déjà la réponse. J'avais besoin que quelqu'un me la confirme avant de parier les derniers jours de mon grand-père dessus. J'ai appelé Maître Delacroix depuis le parking du motel, à 22h ce soir-là. C'est l'avocat pour lequel je travaille depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Droit des aînés, 30 ans d'expérience. Le genre d'homme qui répond à son portable après les heures de bureau parce qu'il sait que les appels qui arrivent après les heures de bureau sont ceux qui comptent. J'ai tout exposé dans l'ordre, comme il me l'avait appris. Les appels bloqués, l'usurpation d'identité, la camionnette avec la nouvelle plaque, la procuration de complaisance d'il y a 6 ans. Il a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, il a posé la seule question que j'espérais qu'il pose. « Votre grand-père est-il toujours sain d'esprit ?» J'ai dit « Oui, clair comme de l'eau de roche. Les infirmières le confirmeraient. »« Alors votre père se tient sur du sable, a-t-il dit, et il m'a guidé lentement pour que je retienne bien. Une procuration est un don du mandant. Tant que le mandant a toute sa capacité juridique, il peut reprendre ce don quand il le souhaite, par écrit, avec notification au mandataire, à la banque, à l'hôpital. La capacité n'est pas une question de main tremblante ou de cœur solide, m'a dit Delacroix. C'est de savoir s'il comprend la décision et ses conséquences. Une main qui tremble n'a jamais rendu un homme incapable. J'ai demandé ce dont j'aurais besoin. Il a énuméré les points. Une évaluation de capacité documentée par un médecin, une révocation écrite propre, un nouveau mandat de protection future et des directives anticipées dûment signées et notariées. « Obtenez ça » a-t-il dit.
Et l'autorité de votre père s'évapore à la seconde où votre grand-père signe. Pour la première fois en 3 jours, j'avais une carte. J'avais juste besoin de la seule chose que mon père avait juré que je n'aurais plus jamais. 10 minutes seul avec Aristide et un notaire qui viendrait au chevet de l'hôpital. Mon frère Gauthier m'a trouvé au motel le lendemain matin avant que je n'ai terminé mon café. Il a 3 ans de plus que moi et a passé toute sa vie avec une mauvaise décision de retard. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte avec l'air de ne pas avoir dormi, et il n'est pas entré. « Tu dois laisser papa gérer ça, Léo, » a-t-il dit. Je lui ai demandé. « Gérer quoi ?» Il fuyait mon regard. « Les affaires de grand-père. Papa a tout sous contrôle. Que tu viennes ici ne fait qu'empirer les choses. » Je lui ai demandé. « Empirer pour qui ?» Et c'est là que ça lui a échappé. De la façon dont la vérité échappe aux gens qui n'ont jamais été construits pour la porter. « Écoute, papa a dit qu'une fois que ce serait réglé, il s'occuperait de ma situation. D'accord ? Les cartes de crédit, le prêt de la voiture. Il a dit, il y en a assez, c'était là. Les économies de mon grand-père ne faisaient pas que disparaître. Elles allaient quelque part, avec une adresse. Papa avait promis d'effacer les dettes de Gauthier avec les comptes d'un vieil homme, et Gauthier avait accepté de regarder ailleurs pour le prix de son propre sauvetage. Je ne lui ai pas crié dessus. Il ne sert à rien de crier sur un homme qui se noie déjà. Je lui ai juste demandé une chose. Gauthier, quand tu m'as envoyé un texto en février pour me dire de laisser grand-père tranquille, c'est toi qui l'as écrit ou c'est papa? Il a pâli. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Il est parti sans un autre mot. Et je suis resté sur le pas de la porte à le regarder s'éloigner. Et j'ai compris que mon père n'avait pas construit ce mur tout seul. Il avait distribué des briques. Et ceux qui aimaient s'entendre dire qu'ils n'avaient pas à choisir les avaient prises. Solange m'a obtenu 10 minutes cet après-midi-là. De vraies minutes. La porte fermée, mon père sortit à la banque. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai tenu la main d'Aristide et je lui ai dit que j'avais besoin qu'il m'écoute avec la part de lui qui démontait autrefois une montre sur la table de la cuisine. Il a souri à ça, puis il a passé sa main tremblante sous son oreiller et a sorti un papier, plié en 4, 12 aux pliures, à force d'avoir été manipulé. Il l'a pressé dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. C'était une photocopie de la procuration, sa copie. Il avait demandé à Solange de la lui faire sur la machine de l'étage, parce qu'une part de lui savait que c'était la chose au centre de tout. « J'ai signé ce qu'il a mis devant moi », a dit Aristide. Et sa voix était stable, même si sa main ne l'était pas. Après le décès de ta grand-mère, et encore l'année dernière, plus de papiers. Je ne les ai pas lus. Mes mains tremblaient trop pour tenir les pages. Il continuait à élever la voix, et je voulais juste qu'il arrête. Il m'a regardé, et il n'y avait aucun brouillard dans ses yeux, seulement de la honte, ce qui est une chose que seul un esprit clair peut ressentir. Il m'a dit que tu étais parti. Il m'a dit, tu es parti, tu n'as pas ton mot à dire. Il l'a dit à ton sujet tant de fois que j'ai commencé à le répéter. J'ai déplié le papier sur mes genoux et je l'ai lu pendant qu'il regardait. Et je tenais 2 choses dans ma main en même temps, le document et la vérité sur la façon dont il l'avait signé. Et je savais que ces 2 choses ensemble étaient soit le mur que mon père avait construit, soit la fissure qui allait le faire s'effondrer. Cela dépendait entièrement de ce que j'allais faire ensuite. J'ai lu le document 2 fois. C'était exactement ce que Delacroix avait deviné. Une large procuration bancaire et générale, durable, nommant Baudouin comme mandataire, signée il y a 6 ans et modifiée 1 fois au printemps dernier. La modification élargissait l'autorité de mon père pour gérer et transférer les comptes et les biens d'Aristide. C'est ainsi que la camionnette avait changé de main. C'est ainsi que les économies sortaient par la porte en portant un manteau légal. Ensuite, j'ai fait l'autre chose que Delacroix m'avait dite de faire. La chose qui importait plus que n'importe quelle signature. Je l'ai testé, non pas pour le piéger, mais pour le protéger. Car si j'allais monter un dossier sur sa capacité juridique, j'avais besoin de savoir qu'il tiendrait face aux questions d'un médecin et d'un juge. Je lui ai demandé la date. Il me l'a donnée, et a ajouté que c'était un mercredi et que la cafétéria faisait du hachis parmentier le mercredi, et qu'il avait l'intention de s'en passer. Je lui ai demandé où il était et pourquoi. Il me l'a dit clairement. Son cœur, ses poumons et la chute sur les marches du porche. Je lui ai demandé s'il comprenait ce que faisait une procuration. Il a dit « Cela permet à un homme d'agir pour moi et je peux la reprendre si j'ai le bon sens de savoir ce que je fais. » Je lui ai demandé s'il voulait la reprendre. Il m'a regardé avec ses yeux clairs et a dit « Depuis le jour où j'ai compris qu'il s'en servait contre toi, oui.
Il n'y avait aucune confusion en lui. Il y avait un corps frêle et un esprit vif, et la loi ne se soucie que du second. J'ai replié le papier et je l'ai mis dans ma veste, sur mon cœur, là où je pouvais le sentir. Puis je suis allé passer des coups de fil. Mon père a découvert que j'avais été dans la chambre. Fabienne a dû le lui dire. Le temps que je revienne ce soir-là, il avait fait afficher un mot par la sécurité à l'accueil, et il attendait dans le couloir, plus rouge cette fois. « Tu n'as pas l'autorisation de l'approcher », a-t-il dit assez fort pour que le personnel se tourne. « J'ai la procuration. Je peux te faire expulser. » Une version plus jeune de moi-même lui aurait balancé la loi au visage sur le champ, aurait gagné le point et perdu la guerre. Je ne l'ai pas fait. J'ai demandé calmement à parler au cadre de santé de l'hôpital, car je savais qu'à l'instant où une dispute familiale atteint ce bureau, la propre machinerie de l'hôpital se met en marche. Un homme nommé Bertrand Carlier est sorti, cadre de santé, badge autour du cou et une patience fatiguée qui égalait celle de Solange. Je me suis présenté avec mon nom complet et mon métier, et j'ai vu son attention s'aiguiser, car une assistante juridique qui connaît les termes capacité décisionnelle n'est pas une parente qu'il peut repousser d'un geste. Je lui ai dit posément qu'il y avait un conflit concernant les volontés de mon grand-père, que j'avais des raisons de croire qu'il était isolé, et que le patient lui-même avait le droit à une évaluation de sa capacité et le droit de décider qui lui rend visite. Mon père a commencé à parler plus fort que moi à propos de la procuration. Carlier a levé la main. « Monsieur, a-t-il dit, une procuration pour un patient sain d'esprit ne supplante pas le patient. Si Monsieur Vasseur a sa capacité, c'est Monsieur Vasseur qui décide. » Le visage de mon père a de nouveau eu cet éclair furtif. Carlier s'est tourné vers moi et a dit qu'il s'arrangerait pour que le médecin traitant évalue la capacité le lendemain matin. Ce n'était pas une victoire. C'était une porte qui s'ouvrait d'un pouce. Mais j'ai appris qu'un pouce est tout ce dont on a besoin quand on a le pied prêt. Cette nuit-là, j'ai travaillé comme je travaille sur la conclusion d'un dossier, avec un bloc-notes juridique, un téléphone et aucune patience pour mes propres sentiments jusqu'à ce que la liste soit terminée. J'ai rappelé Delacroix et nous avons rédigé 3 documents ensemble par courriel, ligne par ligne. Premièrement, une révocation de la procuration existante, la nommant par sa date pour qu'il n'y ait aucune marge de manœuvre. Deuxièmement, un nouveau mandat de protection future me désignant, avec les pouvoirs stricts et honnêtes qu'Aristide voulait réellement. Troisièmement, des directives anticipées pour que plus personne ne puisse jamais décider qui passe la porte de sa chambre, à part lui. Ensuite, ne disent qu'elle pourrait être là le lendemain après-midi. Pièce d'identité requise. Le patient devait être alerte et consentant. Alerte et consentant. Aristide l'était, et un médecin était sur le point de le mettre par écrit. J'ai aligné les rendez-vous comme les engrenages dans l'un de ces mécanismes. L'évaluation de capacité le matin, la notaire après le déjeuner, les témoins arrangés par l'intermédiaire de Carlier et Solange. J'étais assise sur le lit du motel avec les documents s'imprimant un étage plus bas à la réception, et pour la première fois, je me suis autorisé à croire que j'allais être vraiment y arrivé. Puis mon téléphone a vibré. C'était une collègue du cabinet qui me transférait quelque chose qu'elle pensait que je voudrais voir. Un dépôt qu'elle avait repéré en cherchant des dossiers pour moi au tribunal judiciaire. Mon père, s'est-il avéré, n'était pas resté inactif pendant que je préparais ma liste. Il était allé au tribunal l'après-midi même et il avait déposé une requête pour quelque chose qui pouvait m'exclure définitivement avant même qu'un seul de mes documents ne vaille le papier sur lequel il était imprimé. C'était une demande de mise sous tutelle en urgence. Mon père avait demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer Aristide incapable et de se faire nommer lui-même tuteur au bien et à la personne. Je l'ai lu 2 fois dans la lumière du motel. C'était habile, de la façon dont les choses désespérées sont habiles. Si un juge déclarait Aristide incapable, alors rien de ce qu'Aristide signerait par la suite n'aurait de sens. Ma révocation serait nulle. Mon nouveau mandat serait un bout de papier. Même son droit de choisir ses propres visiteurs passerait à mon père par ordonnance du tribunal. Et la requête était pleine d'un doux poison. Elle décrivait Aristide comme confus et vulnérable. Elle me décrivait comme une petite fille distante qui avait abandonné la famille des années auparavant et réapparaissait à l'approche de la mort du patient, tentant de l'influencer. Elle demandait une audience d'urgence, le genre que le tribunal planifie en moins de 72 heures lorsque quelqu'un affirme qu'un adulte vulnérable est en danger immédiat. Le danger, dans la version de mon père, c'était moi. Je vais être honnête. Pendant 1 minute environ, j'ai ressenti la vieille envie de devenir silencieuse, de me retirer à Lyon
et de laisser les avocats se battre sur le papier, pendant que je me dirais que j'avais fait de mon mieux. Cette envie est la chose en moi sur laquelle mon père avait toujours compté. Je l'ai repoussée. Parce qu'une audience n'est pas seulement un danger. Une audience est une salle avec un juge à l'intérieur, où le patient a une voix et où la vérité a une barre de témoin. Mon père pensait construire un mur plus haut. Il venait en fait de programmer l'explication publique dont j'avais besoin et que je ne savais pas comment réclamer moi-même. J'avais 72 heures, 3 documents, un médecin et un grand-père qui connaissait encore sa propre pensée. J'ai commencé à me préparer. Petite pause, car c'est le moment où beaucoup de gens auraient commencé à crier ou seraient rentrés chez eux pour panser leur plaie en se disant qu'ils avaient essayé. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Si vous croyez que la personne la plus calme dans la pièce est généralement celle qui détient la vérité, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que cela parvienne à quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Maintenant, les 72 heures, avant l'audience. Fabienne a passé ces 72 heures à faire la chose pour laquelle elle était la meilleure. Elle a travaillé la ville. Thiers est petit, et la famille de mon père y est depuis longtemps, et une histoire traverse un endroit comme ça plus vite que n'importe quelle procédure. Le jeudi, la version qui circulait était la sienne. Je l'ai entendue de la bouche de la femme à la réception du motel, qui ne savait pas que j'étais la petite fille en question. Avez-vous entendu parler des Vasseur? La petite fille a disparu pendant des années. Maintenant, elle est de retour à rôder autour de l'argent du vieil homme, avant même qu'il ne soit froid. Fabienne l'a raconté à l'église, au salon de coiffure, dans la salle d'attente de l'hôpital, où elle tenait court avec un gobelet de café en papier et une expression blessée. Elle ne mentait pas avec des documents comme mon père l'avait fait. Elle mentait avec de la compassion, ce qui est plus difficile à combattre parce qu'on ne peut pas assigner une rumeur à comparaître. Et j'ai compris, debout dans ce bureau de motel, exactement quel genre de combat c'était. L'arme de mon père était le papier, celle de mon frère était le silence, et celle de Fabienne était le murmure. Aucun d'eux ne prévoyait de m'affronter avec la vérité, parce que la vérité n'était pas de leur côté. Alors, j'ai pris une décision concernant ma propre arme. Je n'allais pas gagner ça au salon de coiffure ou dans la salle d'attente. Je n'allais pas échanger des rumeurs. J'allais gagner dans le seul endroit où un murmure ne peut pas suivre, où il faut lever la main droite et où un compte rendu est fait, qu'ils aient la ville. Je prendrai la salle d'audience. Gauthier m'a rattrapé sur le parking ce soir-là et a dit doucement, presque comme des excuses, « Papa a peur, Léo. Il a vraiment peur. » Je lui ai dit, « Les hommes qui ont peur répondent quand même de ce qu'ils font. » Puis je suis retourné travailler. L'évaluation de capacité a eu lieu vendredi matin et je n'ai pas été autorisé dans la chambre, ce qui était juste. Le docteur Lemaire était une médecin interniste avec des lunettes de lecture remontées sur la tête et l'attitude tranquille de quelqu'un qui a eu cette exacte conversation 1 millier de fois. Elle a passé 40 minutes avec Aristide. Carlier m'a expliqué ensuite ce que ces évaluations recherchent et je le savais déjà grâce à mon travail. Le patient comprend-il sa situation? Peut-il raisonner sur des choix? Peut-il exprimer un souhait cohérent et expliquer pourquoi? Elle l'a interrogé sur son cœur, son argent et sa famille. Et elle lui a demandé ce qu'était une procuration. Et elle lui a demandé ce qu'il voulait. Quand elle est sortie, elle m'a trouvé dans le salon des familles et elle n'a pas souri, car les médecins ne célèbrent pas. Mais elle m'a donné ce dont j'avais besoin. Votre grand-père a sa pleine capacité décisionnelle. Elle a dit, son corps lâche. Son jugement est intact. Je vais le documenter. Elle m'a dit que le rapport serait daté d'aujourd'hui. Frais, le genre de rapport qu'un tribunal prend au sérieux précisément parce qu'il est récent, qu'il est clinique et qu'il ne vient pas de quelqu'un qui a un intérêt en jeu. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela signifiait pour l'audience. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cela signifie, a-t-elle dit, que quoi que cet homme décide pour lui-même, la loi doit l'écouter. Je suis allé m'asseoir avec Aristide après, et je lui ai dit ce que la doctoresse avait dit. Il a hoché la tête comme si c'était évident, parce que pour lui, ça l'était. J'ai toujours connu ma propre pensée, a-t-il dit. C'est le reste de moi qui a démissionné. Puis il a demandé quand la dame avec le tampon allait venir. La notaire. Il était prêt. Moi aussi. Maître Renard, la notaire, est arrivé après le déjeuner, avec un dossier, un tampon et une façon de parler prudente et neutre que j'ai appris à aimer chez les personnes qui gèrent les signatures des autres. Elle a vérifié la pièce d'identité d'Aristide par rapport à son visage. Elle lui a demandé son nom, la date, et s'il comprenait qu'il signait des documents légaux de son plein gré, il a répondu à chaque question et il a ajouté
parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher que la date était un vendredi et que les vendredis étaient le seul bon jour pour réparer une horloge de cheminée, parce qu'on ne courait pas vers le lundi. Maître Renard a failli sourire. Solange se tenait là comme premier témoin. Carlier se tenait là comme second, avec son badge officiel, et tout le reste. Puis, une page à la fois, j'ai regardé mon grand-père reprendre sa vie en main. Il a signé la révocation de l'ancienne procuration, sa main tremblante traçant les lettres de manière lente et délibérée, et j'ai dû détourner le regard une seconde, car la bravoure d'un vieil homme effrayé, étudiant sa propre main, est une chose pour laquelle je n'étais pas prête. Il a signé le nouveau mandat de protection future, me nommant, avec les pouvoirs restreints qu'il voulait, et rien de plus. Il a signé les directives anticipées qui disaient qui pouvait et ne pouvait pas décider pour lui et qui pouvait passer la porte. Chaque signature, Maître Renard l'a notariée, chacune, les témoins l'ont confirmé. Quand ce fut terminé, Aristide a posé le stylo et a laissé échapper un long soupir, comme un homme qui avait porté quelque chose de lourd dans un escalier et l'avait finalement posé sur le palier. « Voilà », a-t-il dit, « maintenant c'est à moi de nouveau. » C'était le travail le plus important que j'ai jamais fait, et je n'en avais pas signé une seule ligne. J'avais juste tenu la porte ouverte assez longtemps pour qu'il le fasse lui-même. Les documents n'ont pas d'importance tant que les bonnes personnes ne savent pas qu'ils existent. Alors, j'ai passé le reste du vendredi à signifier les avis, le travail ennuyeux et décisif qui gagne les guerres silencieuses. J'ai remis une copie certifiée de la révocation et de la nouvelle procuration à Carlier, qui les a consignés dans le dossier d'Aristide et a mis à jour le preneur de décision. Ainsi, l'hôpital répondait désormais à moi et à Aristide, plus à mon père. J'ai envoyé par courriel à Delacroix l'ensemble signé, et il a envoyé un avis formel à la banque que l'autorité de Baudouin sur les comptes d'Aristide était révoquée, avec effet immédiat, ce qui a gelé l'hémorragie en plein milieu. J'ai fait livrer une copie en main propre à l'avocat de mon père avant la fermeture des bureaux, car une audience où l'autre partie apprend que le sol a bougé sur les marches du palais de justice est une audience que je veux. Mon père l'a découvert vers 17 heures. J'étais dans le couloir à l'extérieur de la chambre d'Aristide quand il est sorti de l'ascenseur avec le papier dans le poing. Et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé Baudouin Vasseur perdre entièrement sa voix douce. « Tu crois qu'un bout de papier change quoi que ce soit ?» a-t-il crié assez fort pour que 2 infirmières sortent de leur poste. Je suis son fils. J'étais là. Où étais-tu? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, juste au-dessus d'un murmure. J'étais à l'autre bout d'un téléphone que tu as bloqué. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis passé devant lui pour entrer dans la chambre d'Aristide et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. Et à travers elle, je pouvais l'entendre continuer. Et je pouvais entendre sa voix devenir de plus en plus petite à mesure que personne n'y répondait. C'est la chose avec un homme qui n'a jamais gagné qu'en criant le plus fort. Enlevez-lui le silence dans lequel il crie, et il ne reste plus grand-chose. Geler le compte, arrêter l'avenir. Le passé devait encore être justifié. Alors j'ai fait 2 choses de plus avant que le week-end ne se termine. J'ai déposé un signalement au procureur de la République pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, clairement, avec les dates, la conclusion du médecin et les messages du téléphone. Car ce qui était arrivé à Aristide était de la spoliation financière de personnes âgées, que quelqu'un dans ma famille veuille l'appeler ainsi ou non. Et par l'intermédiaire de Delacroix, j'ai envoyé une demande formelle de reddition de compte, la requête légale qui oblige un mandataire à montrer exactement ce qu'il a fait avec l'argent qu'il contrôlait. Une reddition de compte complète prendrait des semaines et une ordonnance du tribunal pour l'exiger. Mais au moment où la banque a répondu à nouveau à Aristide, j'ai pu extraire moi-même ses relevés récents et même cette première fine pile raconter l'histoire que je connaissais déjà dans ses grandes lignes. Sur 14 mois, il avait déplacé la majeure partie des économies d'Aristide vers un compte joint qu'il contrôlait, un peu à la fois, pour qu'aucun transfert ne déclenche d'alarme. Il avait changé le titre et refinancé la camionnette pour en tirer de l'argent liquide. Il avait remboursé une bonne partie des cartes de crédit de Gauthier avec l'argent d'Aristide, le sauvetage qu'il avait promis. Rien de tout cela n'était falsifié. Tout avait été fait avec cette vraie signature vieille de 6 ans qu'il avait traitée comme un passe-partout. La cruauté n'était pas dans un vol dramatique, elle était dans la patience de celui-ci, la façon dont il avait déguisé le vol en aide aux soins et compté sur le fait que personne ne vérifierait, et encore moins la petite fille dont il avait déjà dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie. Les services de protection des majeurs ont enregistré le signalement et ouvert leur propre enquête.
le genre lent qui survit à n'importe quelle audience. Ses premiers relevés sont devenus une pièce à conviction, et chaque transfert silencieux et patient que mon père avait effectué dans l'obscurité était sur le point d'être lu à voix haute dans une salle avec un juge. Il avait eu 14 mois, sans que personne ne regarde. Il lui restait environ 72 heures de cela. Le tribunal a fait ce que font les tribunaux lorsque quelqu'un demande à retirer les droits d'une autre personne. Il a envoyé ses propres yeux. Une avocate a été désignée par le tribunal, Maître Moreau, dont le seul travail était de déterminer ce qui était réellement le mieux pour Aristide. N'ayant de compte à rendre à personne dans la famille, elle nous a tous interrogés. Je lui ai donné les documents, la conclusion du médecin, le téléphone, et je me suis forcé à répondre honnêtement à ses questions les plus difficiles, y compris pourquoi j'avais laissé passer 3 mois. J'ai fait confiance à un mur que j'aurais dû tester plus tôt, lui ai-je dit. C'est ma faute. Je le teste maintenant. Elle l'a noté, puis elle a passé un après-midi avec mon père, qui, m'a-t-on dit, a magnifiquement joué le rôle du fils dévoué. Il a parlé de tout ce qu'il avait sacrifié, des mois qu'il avait passés au chevet du malade, de la fille qui avait disparu. Mais Maître Moreau s'était déjà assise avec Aristide pendant 1 heure à ce moment-là, et Aristide, à qui l'on avait demandé clairement ce qu'il voulait, le lui avait dit clairement. Il voulait sa petite fille. Il voulait que son argent revienne à son propre nom. Il voulait choisir où il passerait les vendredis qui lui restaient. Un mandataire judiciaire peut faire la différence entre un homme manipulé et un homme qui est entendu, car poser cette question est l'essence même de son travail. Lorsqu'elle a déposé son rapport pour l'audience d'urgence, il recommandait de ne pas prononcer de mesures de tutelle. Il jugeait Aristide sain d'esprit, considérait ses récents documents comme valides et notait dans le langage prudent du tribunal des préoccupations crédibles concernant l'usage antérieur que le requérant a fait de son autorité. Mon père avait demandé au tribunal d'examiner de près notre famille. Le tribunal avait examiné. Il n'avait simplement pas vu ce qu'il voulait. La nuit précédant l'audience, mon père m'attendait près de ma voiture sur le parking du motel. Pas de Fabienne, pas de public, juste lui, plus petit dans l'obscurité qu'il ne l'avait paru dans n'importe quel couloir. J'ai failli ne pas reconnaître l'homme à sa voix. L'entreprise a fait faillite. Léo Caddy, m'a-t-il dit. Le savais-tu? 18 ans, et c'est fini. J'ai 60 ans. Personne n'embauche à 60 ans. Il m'a dit qu'il était resté éveillé à faire le calcul de sa propre vieillesse et qu'il n'avait rien trouvé dans la colonne où l'argent devait être. Il m'a dit que lorsqu'il était enfant, Aristide avait trouvé l'argent pour mon diplôme, mais pas un centime pour l'atelier défaillant de son fils, et que c'était resté en lui pendant des années comme une écharde s'enfonçant jusqu'à l'os. Je ne lui volais pas, a-t-il dit, et je crois qu'il le pensait. Je prenais juste ce qui m'était de toute façon dû, un peu en avance. Pendant un instant, j'ai vu l'homme effrayé sous le père, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, qui n'était pas du pardon, mais une sorte de chagrin pour la personne qu'il aurait pu être si la peur l'avait poussé à demander au lieu de prendre. Puis je me suis souvenu du message dans le dossier des brouillons. J'ai peur, d'une main tremblante, n'allant nulle part. Si tu avais besoin d'aide, ai-je dit, tu aurais pu lui demander. Il te l'aurait donné. Au lieu de cela, tu m'as effacé et tu lui as dit que j'étais parti, pour qu'il n'ait personne d'autre à qui demander à part toi. Il n'a pas répondu. J'ai déverrouillé ma voiture. Je te verrai au tribunal, ai-je dit, sans méchanceté. Il avait eu son moment pour être humain. Il l'avait utilisé pour s'expliquer, pas pour s'excuser. Alors, demain je laisserai la loi faire le reste. La salle d'audience du juge des contentieux de la protection de tiers est une pièce simple, avec une mauvaise acoustique et un drapeau dans le coin, et elle était plus remplie qu'une audience d'urgence ne l'est d'habitude, parce que Fabienne s'en était assurée. Il y avait des visages de l'église et du salon de coiffure, venus pour voir la petite fille qui était revenue pour l'argent. Gauthier était assis au 2e rang, fixant ses mains. Carlier et Solange étaient là, sous assignation, ainsi que Maître Moreau et Delacroix à mes côtés, bien qu'il m'ait dit sur les marches du tribunal que c'est moi qui parlerais le plus, car je connaissais cette affaire jusqu'aux os et que les juges font confiance à la personne qui l'a vécue. Et là, dans un fauteuil roulant près de l'avant, avec une ligne d'oxygène au nez, se trouvait Aristide, car il avait insisté pour venir. Parce qu'un homme que l'on déclare incapable a le droit de se présenter pour prouver le contraire. L'avocat de mon père a commencé. Il a brossé le tableau que la requête avait promis. Un vieil homme vulnérable et confus, un fils dévoué qui avait tout abandonné pour s'occuper de lui, et une petite fille distante depuis des années qui avait surgi à la fin pour retourner un homme mourant contre sa propre famille et prendre le contrôle de son patrimoine.
Il était bon. Il a utilisé mes 3 mois de silence comme un couteau. Et puis mon père s'est penché en avant et l'a dit lui-même à la juge, d'une voix devenue dure. La phrase qu'il répétait à Aristide depuis 1 an. Elle est partie. Elle n'a pas son mot à dire. La salle a murmuré. Quelque part derrière moi, quelqu'un a dit « C'est vrai », à voix basse. J'ai senti chaque œil de cette pièce se poser sur moi, et j'ai senti la vieille envie monter en moi de me recroqueviller, de devenir silencieuse, de laisser l'homme le plus bruyant gagner comme il l'avait toujours fait. Je me suis levé, à la place. J'ai boutonné ma veste et j'ai demandé à la cour, de la voix la plus calme que je possédais, la permission de répondre. Je n'ai pas haussé la voix une seule fois. J'avais appris il y a longtemps que dans une pièce construite pour les cris, la voix calme est celle pour laquelle les gens se penchent afin de l'entendre. J'ai commencé par la loi, car la loi était de mon côté, et les sentiments de mon père n'étaient pas la question soumise à la cour. Madame la juge, chaque adulte est présumé capable à moins que ce tribunal ne décide du contraire. Le requérant vous demande de décider du contraire. Les preuves ne vous le permettront pas. Puis j'ai tout exposé, une pièce à conviction après l'autre, en glissant chaque copie au greffier. L'évaluation de capacité du docteur Lemaire, datée du jour où elle l'a examinée, trouvant Aristide en pleine possession de sa capacité décisionnelle. Le rapport de l'avocate désigné par le tribunal, indépendant, recommandant de ne pas prononcer de tutelle et trouvant Aristide sain d'esprit et clair dans ses volontés. La révocation dûment signée, notariée et certifiée de l'ancienne procuration. Le nouveau mandat de protection future et les directives anticipées, signés de la propre main d'Aristide devant un notaire, une infirmière en chef et un cadre de santé de l'hôpital. J'ai laissé les documents faire ce que font les documents. C'est, à dire, rester là à être vrai pendant que tout le monde les regarde. La tutelle est l'option la plus restrictive que la loi possède. J'ai dit, ce tribunal est tenu par le principe de nécessité de privilégier la mesure la moins restrictive. Mon grand-père en a déjà choisi une. Il a révoqué une autorité qui était utilisée à mauvais escient et il a désigné son propre mandataire. La mesure la moins restrictive est de laisser les choix d'un homme capable s'appliquer. Puis j'ai pris les relevés bancaires et j'ai gardé une voix parfaitement égale. La requête qualifie mon grand-père de vulnérable. Il ne l'a pas été envers moi. Sur 14 mois, le requérant a utilisé une procuration de complaisance pour transférer la majeure partie des économies de mon grand-père vers un compte qu'il contrôlait, pour refinancer sa camionnette et pour rembourser les dettes personnelles d'un tiers. Je n'ai pas regardé Gauthier. Je n'avais pas besoin de le faire. Le procureur de la République a un dossier ouvert suite à un signalement. Ces transferts sont déjà dans le dossier qui est devant vous, et une reddition de compte complète montrera le reste. L'avocat de mon père s'est opposé, disant qu'il s'agissait d'une audience de tutelle, pas d'un procès pour fraude. La juge, une femme aux cheveux gris qui avait visiblement déjà vu cet exact stratagème, a dit d'un ton mesuré que l'usage antérieur de son autorité par le requérant était directement pertinent pour savoir s'il devait s'en voir confier davantage. Je me suis assise. Mon père ne se penchait plus en avant. Il agrippait la table, sa mâchoire se contractait, et je pouvais voir le calme qu'il portait depuis 1 an commencer à craquer aux coutures. Puis Aristide a demandé à parler. La juge a demandé s'il en était capable, et il a dit, sec comme une pierre, « Jeune fille, j'en suis capable depuis 84 ans. » Et même les dames de l'église à l'arrière ont ri, ce qui est le moment où j'ai su que c'était fini, bien que mon père ne l'ait pas encore ressenti. Ils l'ont avancé en fauteuil roulant. Il n'avait pas le souffle pour un discours, alors il a fait court. Et court, c'était une lame. « Je ne suis pas confus, » a-t-il dit. « Je meurs. » Ce sont des choses différentes. Mon cœur lâche. Pas ma tête. Il a regardé la juge, pas mon père. Mon fils m'a dit que ma petite fille m'avait abandonné. Il m'a montré des messages. Je l'ai cru pendant un temps, parce que le croire faisait moins mal que la vérité. Puis il a tourné la tête lentement et a regardé Baudouin pour la première fois de la matinée. Il lui a dit que je ne voulais pas la voir. Il m'a dit qu'elle ne voulait pas me voir. Il a écrit les 2 sur mon propre téléphone. La salle est devenue très silencieuse. Il lui a dit « Tu es parti. Tu n'as pas ton mot à dire. » La voix d'Aristide ne s'est pas élevée, mais elle n'a pas tremblé non plus. Pas sur ce point. Voici mon mot à dire. J'ai demandé après elle chaque jour. C'est lui qui l'a empêché de venir. Et c'est là que mon père s'est brisé. Il s'est levé de sa chaise en criant. Toute la douceur disparut. La performance disparut. Juste un homme effrayé à la fin d'une chose qu'il ne pouvait pas contrôler.
Il ne sait pas ce qu'il dit. Elle l'a manipulé. Ne voyez-vous pas? Elle l'a manipulé. Il parlait assez fort pour que l'huissier se déplace. Je n'ai pas bougé du tout. Je suis resté sur mon siège, les mains croisées, parce que je comprenais enfin et complètement que la personne la plus calme dans la pièce était celle que la pièce croirait. La juge a laissé le silence s'installer après que mon père ait manqué de souffle. Puis elle a parlé sans précipitation. Elle a jugé, sur la base de preuves claires et convaincantes, qu'Aristide Vasseur possédait sa pleine capacité. Elle a rejeté la demande de mise sous tutelle. Elle a confirmé la validité de la révocation et du nouveau mandat. Elle a ordonné que la restriction abusive des visites cesse immédiatement, qu'Aristide choisisse ses propres visiteurs à l'avenir, et qu'une reddition de comptes complète soit effectuée et transmise avec les conclusions des services sociaux pour la suite de la procédure. Elle a regardé mon père par-dessus ses lunettes alors qu'elle prononçait la dernière partie, et il n'y avait rien de doux là, dedans. Il était entré dans cette pièce pour se faire remettre le contrôle de toute la vie d'un homme. Il en est ressorti avec moins que ce qu'il avait en entrant, et un dossier judiciaire à son nom. Aristide a vécu 11 semaines de plus. Nous les avons bien passées. Avec la tutelle morte et le mandat en son pouvoir, il a choisi son propre chapitre suivant, une petite résidence autonomie à 2 rues de l'atelier, où il avait réparé des horloges pendant 30 ans, pour pouvoir voir la devanture depuis sa fenêtre. J'étais sa mandataire, mais je n'ai jamais eu à utiliser mon autorité une seule fois, car il a gardé toute sa tête jusqu'à la fin et a pris ses propres décisions, ce qui est exactement comme il le voulait. La reddition de comptes a été terminée et les chiffres étaient laids, mais le tribunal a ordonné la restitution de ce qui pouvait être retracé, la banque a annulé les transferts qui n'étaient pas passés, et une bonne partie de ses économies est rentrée à la maison. Le procureur a validé le dossier, et la question du reste est allée là où ce genre d'affaire va, lentement, par les voies civiles et pénales, qui ne se souciaient pas de savoir à quel point un fils se dit dévoué. Le sauvetage de Gauthier s'est évaporé le jour où les comptes ont été gelés. Ses dettes étaient à nouveau les siennes. Et la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il les payait enfin lui-même à 37 ans. Quant aux frontières, je n'ai pas crié et je ne m'en suis pas vanté. J'ai fait changer les serrures de la maison d'Aristide, qui était toujours la sienne, et je me suis assuré que les contacts de mon père passent par le cabinet de Delacroix et le tribunal, par écrit, là où c'était leur place. Fabienne a cessé de raconter son histoire quand la salle d'audience en a raconté une différente à la même ville. Et mon père, à la fin, a obtenu la chose dont il avait si peur, une vieillesse avec une colonne vide là où l'argent aurait dû être, sauf que maintenant, il avait gagné ce vide lui-même. Je me suis assise avec Aristide lors de ses bons jours, et nous avons démonté une horloge de cheminée qu'il n'avait jamais finie, étalant les minuscules engrenages sur une serviette. Et il m'a montré, avec ses mains tremblantes, comment chaque pièce ne fonctionne que parce que celle d'à côté fonctionne. Lors de sa dernière après-midi lucide, il a tenu ma main et a dit « Tu ne l'as pas laissé gagner ». Je lui ai dit que j'avais eu un bon professeur. Il a dit « La chose à laquelle je pense le plus maintenant, la chose que je te laisserai, c'est qu'il ne s'est jamais agi de rester ou de partir. Il s'agissait de savoir qui se présente de la bonne manière quand on ne peut plus se lever soi-même. La valeur d'une personne ne s'est jamais mesurée au fait de rester dans la ville où elle est née, mais à sa volonté de se lever de la bonne manière quand celui qui l'a élevée ne le peut plus. C'est mon histoire. Une infirmière qui a remarqué, un téléphone qui a finalement dit la vérité, et un grand-père qui connaissait sa propre pensée jusqu'à la toute fin. Si cela vous a rappelé de vérifier qui détient une procuration pour quelqu'un que vous aimez, ou de poser une question honnête à vos parents cette semaine, prenez cela comme un signe et faites-le aujourd'hui. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Commentez, abonnez-vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.